C'est QFD, ce qu'il fallait décrypter, c'est la deuxième partie de l'émission, toujours avec la fine équipe, Régis Lefebvre, Véronique Reilsoult, Céline Braque et Ludovic Vigogne de l'Opinion qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Aujourd'hui, tout de suite, la question de la semaine. Au rapport, les cadres du FN ont donc rendez-vous début février pour un séminaire sur la stratégie du parti en vue de la présidentielle. Toutes les questions seront sur la table, le nom du parti, la communication, la ligne économique. Est-ce qu'on va donc vers un FN New Look? Ludovic, on sent en tout cas une certaine inquiétude au Front National, et ce malgré la progression aux dernières élections régionales. L'idée, c'est quoi? C'est de réussir à percer ce fameux plafond de verre? Oui, je vous propose d'abord de commencer par attacher vos ceintures. On va faire un petit voyage dans le temps, pas très loin. On est au soir du second tour des régionales, le 13 décembre dernier, et Marine Le Pen vient de se prendre une énorme claque. Voilà. Elle était candidate dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie face à Xavier Bertrand. Il a fait un score canon, 57,7% des voix. Marine Le Pen, moins de 43%. Et ce soir-là, Marine Le Pen tente malgré tout de faire bonne figure. On l'écoute. Les désistements mutuels ont révélé sans aucune ambiguïté possible les liens jusqu'ici occultes de ceux qui disent s'opposer mais en réalité vous trompent, se partagent le pouvoir pour en jouir sans jamais résoudre vos problèmes. Pire, en conduisant mandat après mandat le pays à la submersion et au chaos. Wow. On se souvient, Marine Le Pen, elle avait beaucoup hésité avant de s'engager dans cette bataille. Et puis au final, elle s'était lancée pensant que pour elle, le scénario serait gagnant-gagnant. C'est-à-dire, soit elle gagnait et ça la mettait sur un tremplin pour 2017, soit elle perdait parce qu'il y avait une alliance contre elle de la gauche et de la droite et elle passerait pour la victime. En fait, ce deuxième scénario, cette deuxième hypothèse a eu lieu et pourtant, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça a donné le sentiment que Marine Le Pen se heurtait à un plafond de verre, que ses espoirs pour 2017 étaient très minces, que certes, elle pouvait faire un très bon score au premier tour, comme ça avait été le cas au régional, comme c'est le cas selon les sondages qui sont réalisés sur la présidentielle de 2017, qu'elle pouvait même être en tête, mais que malgré tout, elle n'avait aucune chance pour le second tour. Alors c'est désormais ça que le Front National, c'est cette réalité-là que le Front National doit affronter. C'est un vrai paradoxe. C'est un parti qui a quelque part jamais été autant en forme. Il a un nombre d'élus locaux incroyable. Et pourtant, au niveau national, on voit bien que la progression est limitée. D'où le travail sur le fond, sur la forme qui a été entamé, ce FN New Look dont vous parliez, Florent. Alors tout y passe, le slogan, la stratégie de Marine Le Pen qui va se retirer médiatiquement, et puis aussi beaucoup de questions de fond. Est-ce qu'il faut changer de nom? Est-ce qu'il faut abandonner ou pas la proposition de sortie de l'euro? Et puis on voit bien que ça suscite aussi des vrais remous internes. Par exemple, cette semaine, on a vu une petite phrase de Louis Alliot sur Florian Philippot, assez sévère, assez cruelle. On voit bien que pour le FN, ça va pas être une partie de plaisir dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Bon, d'accord. Ambiance donc au Front National, en tête au premier tour, aucune région au second tour, vous le disiez. Est-ce qu'elle en sera affaiblie, Marine Le Pen, vis-à-vis de l'opinion, malgré ce bon score? Non, malgré tout, vraiment, c'est que ce que retiennent les Français, c'est bien le premier tour très, très spectaculaire de Marine Le Pen. Vous voyez, on a 64% de Français qui nous disent, après les élections régionales, Marine Le Pen ressort renforcée. Juste après les élections, quand on avait fait le même genre de sondage, on voyait qu'en effet, elle sortait comme étant la moins perdante par rapport à Nicolas Sarkozy et puis surtout par rapport à François Hollande. C'est plutôt ça que les Français retiennent, même si les projecteurs des médias étaient vraiment braqués sur le succès du Front républicain. C'est pas ça que retiennent les Français. Alors, il y a quand même une catégorie qui se montre plus sceptique que les autres Français et qui considèrent en majorité... Alors, ils considèrent en majorité qu'elle sort renforcée, mais ils sont quand même 41% à l'avoir affaiblie. Et cette catégorie, ce sont les 65 ans et plus. Et c'est une catégorie que le Front National cherche à convaincre parce que c'est la seule catégorie d'âge qui, pour le moment, est très très frileuse et qui a voté beaucoup moins que les autres Français pour le Front National au premier tour des élections régionales. 19% de bulletins frontistes chez les 65 ans et plus, c'est entre 9 et 16 points de moins que les autres tranches d'âge. Et ça, c'est un point sur lequel le Front National doit travailler. Ça va devenir le nerf de la guerre. La question, c'est donc comment profiter de ce résultat à des fins électorales. On se souvient que dans l'entre-deux-tours, Manuel Valls avait agité le spectre de la guerre civile, si le FN arrive un jour au pouvoir. On sent que Marine Le Pen, là, Régis, cherche à rassurer. En témoigne ce nouveau slogan dévoilé cette semaine, la France apaisée. Alors, cette affiche et ce slogan, je vous propose qu'on le découvre à l'écran. C'est un slogan de pure logique publicitaire et, disons-le,
personnellement, je trouve un bon slogan. Pourquoi ? Parce qu'il s'appuie sur l'ADN de la marque, il porte une promesse lisible et crédible, et il doit à terme modifier la perception du Front National. La promesse, elle est simple. La promesse en publicité, c'est le bénéfice que le FN propose aux Français, c'est-à-dire de l'apaisement, c'est-à-dire de la protection, c'est-à-dire ce que recherchent les Français. C'est une promesse crédible car elle s'appuie sur l'ADN, sur le corpus idéologique du FN, qui nous explique depuis toujours que la France allait bien mieux avant d'être cosmopolite, avant d'être urbanisée. Donc il y a une logique là-dedans. Puis elle est propre à modifier la perception du FN pour ne plus être ce parti qui serait un parti de chaos, mais qui est un parti finalement d'apaisement. Ça, c'est en théorie. Maintenant, en pratique, ça peut être un peu plus compliqué pour que ça marche. Parce que ça veut dire qu'il faut que le Front National renonce à plein de choses. Il faut qu'il arrête de générer de la violence dans le débat public, comme le font régulièrement Ménard, Collard, quand ils traitent, par exemple, Ruquier de furoncle médiatique. Deuxièmement, il faut renoncer à ce type de menaces, de postures qui véhiculent l'imaginaire de l'extrême droite. C'était Marion Maréchal Le Pen, on se souvient, il y a un an, à l'Assemblée nationale, avec des journalistes. Mais on va vous avoir, mais quand ça va arriver, ça va vraiment vous faire mal. Vraiment, vraiment merci, parce qu'on a des petits coups de mou, et quand on a ça, on est motivé. Vraiment, vraiment. Voilà. Troisièmement, il va falloir bannir, réussir à tenir tous les débordements dont Jean-Marie Le Pen est un personnage quotidien. Et puis, au fond, stratégiquement, ça pose une question, et cette question, Jean-Marie Le Pen l'a posée, qui est celle de la dédiabolisation, car il le dit lui-même, quand on se dédiabolise, c'est finalement que l'on renonce à être nous-mêmes et que on se rapproche des autres, et donc on perd de notre réalité d'être. Voilà. Donc c'est plutôt bien vu en termes de communication. En tout cas, c'est bien fait. Moi, je trouve que c'est une affiche qui tient la route pour le FN et par rapport à leurs problèmes. Est-ce que ça tient la route pour les Français ? Est-ce que le FN peut conduire à une France apaisée comme le prétend le parti, Céline ? Oui, spontanément, c'est pas si évident que ça. Et puis en plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui ont encore peur d'une rupture radicale qui, du coup, pourrait créer ce chaos en France. Et notamment les personnes âgées dont je parlais, qui sont les moins abstentionnistes et qui pourraient, du coup, booster le Front National si ces personnes âgées votaient pour le Front National. Alors, ce serait un moyen d'imprimer ça dans les esprits, ce slogan. Et il est vrai que pour le moment, les esprits sont rétifs à l'idée que le Front National est un parti qui pourrait mener la France à plus d'apaisement. Ils sont 68%, les Français, à nous dire non, c'est pas ce que le Front National peut faire de la France. Maintenant, 68%, 31% des gens qui nous disent oui, le Front National peut mener à une France apaisée. 31%. Franchement, c'est beaucoup. Alors dedans, il y a les sympathisants du Front National, ils sont plus de 80% à dire cela, mais quelque part, c'est pas une idée si naturelle que ça, même chez les sympathisants du FN, c'est pas forcément ce qui l'attend de l'apaisement. Et puis on a aussi un bon tiers des sympathisants, les Républicains, qui pensent cela. Donc ça montre que l'idée, si elle surprend a priori, elle dispose de bases solides pour s'épanouir. Alors il y a plusieurs chantiers pour le Front National, on l'a entendu avec Ludovic, la ligne économique, l'image du parti, on va le voir avec Régis, mais également donc cette idée de changement de nom, c'est dans les tuyaux depuis un bon bout de temps maintenant. Est-ce qu'on en parle sur les réseaux sociaux, Véronique ? Alors, je ne suis pas certaine que ça passionne les foules, en tout cas sur le web. Quand on regarde les volumes, non. On n'en parle pas vraiment, voire même pas beaucoup, puisque cette semaine, il y a dû avoir 200 tweets qui parlaient du nouveau nom du Front National. Donc c'est pas vraiment un sujet. Je veux dire, c'est pas un sujet. Ceci dit, du coup, je me suis dit, si c'est pas un sujet, on va peut-être regarder les militants eux-mêmes, peut-être qu'ils en parlent plus. En fait, ils en parlent un peu plus, pas énormément, et quand ils en parlent, c'est surtout un sujet autour de Florian Philippot. C'est pas tant le nom lui-même que sa position au sein du parti. Et puis, une petite musique qui sort, qui rejoint ce qu'on est en train de, enfin ce que Régis et Céline nous disaient. Si c'est une façon de gommer cette image racisme, anti-blanc, pourquoi pas, allons-y, mais c'est pas tant le nom lui-même. Alors, on n'a pas beaucoup parlé, mais il y a quand même des spéculations. Quel sera ce nom ? Donc le nom qui sort le plus en ce moment, parce que je pose la question, voilà, eh bien c'est les Patriotes. C'est le nom que l'on retrouve partout. Le plus repris. Je ne sais pas si ça sera ce nom-là, mais en tout cas, les internautes... En tout cas, vous l'aurez dit dans l'émission. Changer de nom, est-ce que c'est ça la solution, finalement, Régis, pour achever ce processus de dédiabolisation ? Cela le sera, et cela sera utile si ce n'est pas ce que nous propose Gilbert Collard. Regardons Gilbert Collard. Pris au piège d'un travail de propagande. Peut-être que changer de nom serait un moyen... Moi, si j'étais en décision totale, je m'appellerais le Front National Républicain. Comme ça, leur front républicain, il aurait dans le front, vous comprenez. Bon, c'est une idée très personnelle qui est partagée par personne. Alors,
Cela le sera si le changement de nom est la traduction d'un aggiornamento idéologique, on voit qu'il est possible, et politique, c'est-à-dire la possibilité de nouer des alliances et de dépasser le socle naturel du Front National. Si c'est pas ça, ce sera aussi inutile que le passage de l'UMP aux Républicains, puisque les Français ont compris que rien ne changeait à part le nom. Vous me verrez peu cette année, c'est ce qu'avait déclaré Marine Le Pen aux journalistes lors de sa conférence de rentrée. La présidente du FN qui veut sillonner la France sans micro, sans caméra. Ça nous rappelle quelqu'un finalement. C'est un peu la même stratégie que Nicolas Sarkozy, Ludovic, non ? Il y a en tout cas chez les deux la volonté d'adoucir un peu l'image. Après, le moyen pour y arriver est assez différent puisque Nicolas Sarkozy, lui, va être très présent. Il a un livre dont il doit faire la promotion, par exemple. Marine Le Pen, elle, vous le disiez, veut se retirer, veut se faire désirer, voire susciter un peu le mystère. Pourquoi cette différence ? Elle est toute simple. C'est que Nicolas Sarkozy, lui, il a une échéance devant lui, c'est la primaire de l'automne, et donc il doit faire campagne, il doit s'afficher face à ses adversaires, Alain Juppé ou François Fillon. Marine Le Pen, elle, personne ne remet en cause sa candidature pour l'élection présidentielle de 2017. Dans son coin, elle domine, et donc elle peut se permettre de se retirer sur son aventin pendant quelques mois. Et elle avait dit d'ailleurs qu'elle leverait le pied sur les réseaux sociaux aussi, notamment sur Twitter. Est-ce que c'est le cas, Véronique ? Vous savez déjà... Marine Le Pen, elle a une très grosse communauté sur le web. Déjà, si on regarde simplement ses comptes, le volume des personnes qui la suivent ou qui l'aiment, on voit que c'est assez conséquent, puisque sur Twitter, elle est suivie par plus de 900 000 personnes. Sur Facebook, elle a une grosse communauté de fans. Bon, Instagram, c'est déjà plus anecdotique, mais c'est dans les plus visibles. Par contre, peu d'interactions sur Twitter, beaucoup plus sur Facebook. Maintenant, vous savez, il n'y a pas que sur ces comptes. Globalement, on sait que il y a énormément d'expressions d'extrême droite et de droite sur les réseaux sociaux. La question elle est plus de savoir est-ce qu'elle va les contrôler, mais on en a largement parlé. Après, puisqu'elle nous avait annoncé qu'elle faisait une diète sur les réseaux sociaux, j'ai tout simplement été regarder... Est-ce que cette diète est réelle ? Donc sur son compte Facebook, on regarde le rythme des publications et effectivement, il a drastiquement diminué depuis le 1er janvier. Mais on ne peut pas dire qu'elle ne parle plus, mais enfin, c'est beaucoup plus calme, je vous le concède. Donc elle ne poste plus beaucoup sur Facebook. Est-ce que c'est la même chose sur Twitter ? Calme aussi, voilà, beaucoup plus calme, mais là encore. Et globalement, il faut vous dire que sur Instagram, là, c'est carrément, il n'y a plus rien. Et même, elle a basculé en compte privé. Ne peuvent la suivre que ceux qui sont sur ce compte privé. Et on en reparlera évidemment, et notamment de ce débat autour de la sortie de l'euro, tout de suite dans la peau d'Emmanuel Macron. Dans la peau d'Emmanuel Macron, bonjour à tous, je suis Emmanuel Macron, la star de Davos, le ministre le plus populaire du gouvernement. Tout allait bien, même très bien, jusqu'à ce que je me retrouve à poil, dépouillé de ma loi. Il n'y aura pas de loi Macron 2. Exit ma proposition sur les nouvelles opportunités économiques. De là à y voir un coup de Manuel Valls, il n'y a qu'un pas. Alors comment éviter de devenir le ministre de la parole ? Comment gérer d'ailleurs ce conflit larvé avec le Premier ministre ? Qu'est-ce que vous me conseillez ? Allez, on commence par vous, Céline. Eh bien, moi, je vous conseillerais de rester zen, parce que même si ce conflit existe avec Manuel Valls, il n'est pas ressenti par l'opinion. Donc, ce n'est pas la peine de trop s'en ouvrir aux journalistes. Pourquoi il n'est pas ressenti ? Parce que finalement, Emmanuel Macron, il est plus populaire que le Premier ministre. C'est lui qui incarne l'audace plus que le Premier ministre. Il lui a un peu piqué ce terrain-là. Puis idéologiquement, finalement, les Français considèrent que Manuel Valls et Emmanuel Macron, c'est un peu la même chose. Et puis, la deuxième chose, c'était l'autre élément de votre question, le risque d'être ministre de la parole. Au fond, compte tenu de la différence de popularité et de notoriété avec Myriam El Khomri, qui lui aurait en quelque sorte piquer la vedette sur l'économie, ce risque-là, il n'existe pas vraiment non plus. C'est lui qui restera aux yeux de l'opinion comme l'initiateur, celui qui a voulu mener de grandes réformes économiques. Et puis là, il aura une bonne excuse si elles ne sont pas appliquées, ces réformes. Restez zen, c'est le conseil de Céline Bracq pour l'opinion en termes de politique. Ludovic, qu'est-ce que vous conseillez à Emmanuel Macron ? Moi, je conseille à Emmanuel Macron de continuer et même d'accélérer. Certes, il a remporté une petite défaite, une petite déception, mais il faut qu'il continue à marteler son message et même qu'il aille encore plus fort. Certes, il a déjà pas mal d'ennemis, il en aura sans doute davantage, Manuel Valls le premier, mais
ça peut lui apporter 2 bénéfices. Le premier, c'est qu'il va y avoir bientôt un remaniement et que ça peut éventuellement lui permettre de récupérer tout Bercy. François Hollande a quand même besoin d'Emmanuel Macron et donc a besoin de le chouchouter. Et deuxièmement, on le voit bien dans les sondages, Emmanuel Macron, il a une cote d'enfer qui dépasse bien plus sa personne, qui va bien au-delà. C'est sa modernité, c'est ce qu'il dit sur ce pays, c'est le côté à droite, j'ai un pied à droite, j'ai un pied à gauche, j'ai un pied dans la politique, j'ai un pied dans la société civile, qui plaît. Et donc, il faut qu'il entretienne ça. Et demain, tous les possibles seront possibles pour lui. Et donc, on continue. Je suis Emmanuel Macron. Véronique, en termes de stratégie web, vous me conseillez quoi ? Ne changez rien. Vous avez une vraie communauté derrière vous. Vous êtes franchement constamment soutenu sur le web. Les internautes vous apprécient, ils vous rêvent même des destins aujourd'hui au-delà des clivages politiques. Donc surtout ne changez rien. En plus, la parole vraie et le parler vrai sur le web, ça marche très bien. Donc ça vous ressemble. Il y a même une règle qui dit sur Twitter mes tweets n'engagent que moi. Donc peut-être que tweeter n'est pas critiquer. Donc allez-y, continuez, poursuivez ainsi. Vous êtes amoureuse, ça se voit un peu. Grillé là. Régis, on termine par vous en termes de communication. Je suis Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Je fais ce que me conseillent les autres, je continue comme ça ? Non, je fais exactement le contraire. Je lui dis, Giscard a fait son 8 mai. Chirac a fait son appel des 43. Il doit faire son appel de la France n'a plus le temps de faire de la politique politicienne. Dès la semaine prochaine, c'est en ce moment que son avenir se joue. Il doit devenir l'enjeu du prochain remaniement. Et il doit rapidement faire savoir qu'il ne veut plus faire partie de ce gouvernement, qui est un gouvernement des demi-mesures et aussi, en même temps, qui est un gouvernement qui renonce à son éthique de gauche avec la loi sur la déchéance nationale. En une semaine, il passe de Jean-Jacques Schreiber à Giscard, car il montre qu'il a un instinct de tueur. Et la politique, c'est tuer. Giscard est devenu président à 48, Macron a les moyens de le devenir à 42. Et on retiendra cette phrase, la politique, c'est tuer. C'était du Régis Lefebvre. Allez, les winners et les losers de la semaine. Allez, les winners et les losers, on va aller vite, on n'a plus beaucoup de temps. On commence par vous, Véronique. Bon, alors je ferai très vite, c'était juste un loser, parce qu'en France, je trouve ça formidable, ces politiques qui n'ont rien compris au web. Donc on a un député Les Républicains de 37 ans qui a proposé l'idée formidable d'interdire l'accès à des sites Internet qui ne sont pas basés en France. Donc autant vous dire que Internet va être passionnant. C'est le député Les Républicains du Vaucluse, Julien Aubert. Écoutez, ça aurait au moins permis qu'il soit un peu connu, mais franchement, ça serait bien que les politiques comprennent un peu plus le monde dans lequel on vit. Les politiques, justement, on en parle avec vous. Ludovic, votre winner ou loser de la semaine ? C'est un loser, c'est François Hollande. On dit toujours que janvier, c'est le mois du président, c'est le mois des vœux, c'est le mois où on peut faire plein de discours et passer plein de messages aux Français. Et ben pour François Hollande, ça a été un flop absolu, inaudible surtout. On n'aura rien retenu. Le plan pour l'emploi, un bide. Ses discours à la jeunesse, un bide. Et c'est un tel ratage que c'en est même assez déconcertant. On a l'impression qu'il y a quelque chose d'assez profond qui cloche. Et à 15 mois de la présidentielle, ça le fragilise énormément. À vous maintenant, Régis, votre winner ou loser de la semaine. Moi, mon winner, c'est une campagne publicitaire événementielle dans les rues de Paris, pour montrer à quel point c'est stupide d'avoir une voiture. Et comme l'écrit cette campagne, posséder une voiture à Paris, c'est aussi absurde que de jouer de la harpe avec des gants. C'est des mises en scène dans Paris. Je trouve ça très amusant. C'est pas mal. Comme j'ai pas de voiture dans Paris, je suis très célibataire. Voilà, c'est ça. Vous avez des gants. Et puis ça change d'Obama. Merci beaucoup, Régis. Céline, là, ça, c'est méchant. On termine par vous, Céline, winner ou loser ? Alors moi, ma loseuse, je ne vais pas vous donner son nom tout de suite. D'abord, une devinette. Qui a tweeté ce texte ? L'action militaire de la Russie permet de faire reculer Daesh. Pourquoi la France n'agit pas ? Bon, vous avez déjà la réponse sur les yeux, vous n'avez pas eu le temps de jouer. C'est la préfecture de Paris qui a fait ce tweet pro-Poutine et anti-gouvernement. Alors ça a été très très vite. En fait, c'est un retweet d'un article du site La Gauche m'a tué. Ça a été très vite repéré sur Twitter. David Perrotin, un journaliste par exemple, a dit tranquillement, le community manager de la préfecture de Paris partage un article du site très à droite, La Gauche m'a tué. Bon, a priori, c'est pas une rébellion du préfet de Paris. Ils se sont fait hacker, non ? Voilà, c'est soit un piratage, soit un collaborateur qui a confondu son compte perso et celui de la préfecture, et la préfecture a porté plainte. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup, Ludovic Dugogne, d'être venu nous voir. C'était un vrai plaisir, Florent, de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci à Sandra Serra pour l'édition et à toute l'équipe en régie. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est QFD, c'est tous les vendredis 21h et les samedis 10h, 14h. Ciao à tous.